L'invité du matin, c'est maintenant. Ils sont au nombre de 2. Freddy Mulumba, bonjour. Bonjour, cher ami. Vous avez des fonctions au niveau de la chaîne publique, mais nous vous recevons sous votre casquette de politologue et journaliste, analyste politique, loin de fonctions politiques. Exact. Vous êtes le numéro 2 de la chaîne nationale, et ça, on met aux frais. Nixon Kambale, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre pour la gouvernance. Société civile. Avec vous, on a fait le monitoring de la réforme. La réforme de l'armée, de la police, jusqu'au service sécurité et des justices, ou de la justice. Dites-nous, une réforme financée par l'extérieur, les Britanniques qui l'ont accompagné, est-ce qu'il y a des résultats? Oui. Après votre monstre que vous nous avez fabriqué à Sun City. Bon, ce n'est pas la société civile qui a fabriqué le monstre, c'est ça. Vous étiez dedans, la société civile. La société civile était là, mais les acteurs étaient d'abord politiques et surtout les belligérants. C'est d'abord un accord de belligérants. La société civile a eu aussi une part au gâteau. Oui, ça c'était dans le partage. Mais la question de l'armée, de la réforme de l'armée, de la police, la service de sécurité, la justice, c'était d'abord une question des belligérants. Avant de devenir un vaste programme de réforme, malheureusement, comme vous avez dit, faute de moyens, comme on l'a toujours dit, la réforme a bénéficié des appuis externes. Et ces appuis-là continuent jusqu'à aujourd'hui, parce qu'évidemment, en interne, on accuse des déficits de mobilisation de ressources financières. Et à ce titre-là, il y a des choses qui ont été faites, notamment sur le plan législatif. Il y a, sur le plan des infrastructures, des choses ont été faites. Il y a aussi, sur le plan de la constitution de l'architecture militaire et de la police, mais aussi de la justice qui ont été réalisées. On continue avec la réforme, il y a des choses qu'on doit recadrer pour que on ait vraiment une réforme, qu'on arrive au bout de la réforme. D'accord. Vous êtes informé de ce qui se passe ce matin ou depuis une semaine, et même ce matin dans l'est du pays, dans le nord, qui vous êtes informé, ça brûle. La MONUSCO n'est plus acceptée. Vous êtes informé? Je suis informé. Freddy Mulumba, la mobilisation est faite sur place, mais jusqu'où ça va aller pour mettre fin à la présence encombrante de la MONUSCO? Je vais revenir à vous. Mais, devoir de mémoire, on rouvre une page de l'histoire, ce que notre armée, ici, dénigrée par certains mercenaires à l'extérieur, dans les médias et tout ça, c'est que cette armée est capable ou était capable de faire il y a 7 ans. Nous revenons sur ce travail de la rédaction de Télé 50. Intraitables, instoppables, les FARDC les sont devenus face à la rébellion dite M23, créée, équipée et alimentée en hommes et en armes par le régime totalitaire et affairiste de Kigali et celui de Kampala. Pour plusieurs observateurs avertis, l'armée congolaise n'était pas incapable de défendre les territoires nationaux et la population, mais elle était fragilisée par des traîtres au service de l'extérieur dans ses rangs. Une analyse partagée par le commandant suprême Joseph Kabila Kabange, qui avait instruit en son temps le commandement de l'armée afin de mettre hors d'état de nuire les agents doubles. Et à l'état-major force terrestre, l'application de ces instructions était très rigoureuse. On ne peut pas défendre la patrie avec les traîtres. Et puis, dans ABC Bango, Bayo Kangai, traître la force terrestre et Sili.
Avec un moral dopé, les hommes des troupes reprennent conscience de leur mission, la défense de la patrie, jusqu'au sacrifice suprême. Les stratégies redéfinies, l'état-major force terrestre rassure avant d'aller s'aimer la terreur dans le camp de l'ennemi. Ce n'est pas normal que tu trahir Congo. C'est pas normal. On a besoin de toute la population n'a plus sur cima. C'est pas normal. Toute la frontière n'a plus sur la maboka étranger. De l'Ocadi. Visite sur le terrain, discrétion sur les stratégies militaires et beaucoup de patience. Dans les camps de l'ennemi, c'était la fête et les triomphalismes, et on croyait même à l'incapacité des FARDC. Mais la réponse était simple. Mon betaki batouana. Betozi na ba photo, betozi na ba film. Mais tango ba traître, ba koti na catch. Bon commis démoralisé. C'est assez. François Olenga l'a dit de tout son cœur. Sur la table du commandant suprême des FARDC, l'action militaire reste l'une des 3 options pour résoudre la crise. Mais loin d'être synonyme de naïveté, la politique et la diplomatie ont bien permis quand même à la RDC de sortir la tête haute de cette crise. Sur le terrain militaire, le patriotisme et la détermination des hommes des troupes ont beaucoup joué, au-delà de la logistique. Alors, Freddy Moulumba, on est rentré sur une page de l'histoire, la débâcle du M23. Morale au zénith, l'ennemi interne et externe n'était plus en mesure d'opérer ou de réussir. 7 ans après cette analyse de la rédaction Télé 50, les choses se sont empirées. L'espoir est-il permis? Oui, je pense que ça mérite quand même un petit commentaire. Comment M23 est arrivé? Comment les FARDC se sont parvenus à mettre M23 en déroute? C'est d'abord quand on a attaqué, quand le M23, il faut dire, les troupes rwandaises et ougandaises ont occupé Goma. Nos militaires ont fui, mais aussi la MONUSCO sont repliés sur Bukavu. Oui. Et dans les négociations déjà, on disait que cette partie où M23 reste pouvait s'occuper pendant au moins 5 ans. Ça, c'est Mary Robinson, qui était l'envoyé spécial des Nations Unies dans l'Afrique des Grands Lacs, qui demandait à notre gouvernement de laisser cet espace contrôlé par M23. Donc, c'était déjà un État en miniature. Un État. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'à Washington, il y avait un changement de politique étrangère. L'arrivée d'Obama, Obama n'était pas d'accord avec ça. C'est ainsi que le secrétaire d'État américain, Kerry, John Kerry et l'autre, le Britannique William Hague, ont téléphoné à M. Kagame pour lui demander de retirer ses troupes. C'est quand on a retiré ses troupes, nos militaires ont engagé et ils ont gagné. Donc on peut dire que c'était une action diplomatique et militaire qui ont fait qu'on mette les troupes ougandaises et rwandaises en déroute. Donc il faudrait qu'on comprenne. Quand vous voyez de telles images, derrière ce n'est pas le Rwanda. Il ne faut pas être naïf. Si aujourd'hui on décide de faire la guerre contre le Rwanda ne peuvent pas tenir. Mais chez nous, en Tchoulo-Bondi, si vous voyez un petit enfant qui te menace, qui te donne des coups, il faut savoir que derrière il y a un grand. Donc il ne faut pas l'attaquer, mais vous voyez qui sont derrière pour le neutraliser. Donc c'est le cas de ce qui se passe à l'est du Congo. Les Rwandais, on l'utilise tout comme l'Ouganda. Mais les patrons sont où? Les patrons, ce sont des multinationales, ce sont des hommes d'affaires, ce qu'on appelle les globalistes. Ils sont à Kigali. C'est ça la vérité. C'est eux qui sont à la base de guerre. Ils imposent des choses à Kagame, même si il est fatigué. Quelle que soit la personne, c'est que Kagame joue comme joue aujourd'hui. Mobutu l'a joué contre l'Angola. L'histoire doit nous aider à comprendre les choses. On a fait jouer un mauvais rôle à Mobutu contre l'Angola, la guerre en Angola. Rappelez-vous, il y avait les Banalunda qui faisaient Yamal Angola, il y avait des militaires congolais qui avaient des affaires en Angola, même des ministres. Donc le rôle que Kagame joue aujourd'hui contre l'Afrique, c'est que Mobutu a joué contre l'Angola.
Donc c'est une partie, ça fait partie de l'histoire de ce pays, mais je pense que nous sommes arrivés au bout. Maintenant, ce qui est le plus important de savoir, parce que ici les gens discutent trop. Il faut que les Congolais commencent à réfléchir, commencent à faire des analyses. L'ONU, en qui on fait confiance, ce n'est plus l'ONU des peuples. L'ONU telle qu'elle est aujourd'hui, les Nations Unies telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont contrôlées par les multinationales, par les globalistes. Et c'est depuis quand? Depuis 2000, quand M. Kofi Annan a été nommé secrétaire général des Nations Unies. Il a signé des pactes avec des entreprises, de grandes entreprises, pour collaborer avec les Nations Unies. Alors, les gros contributeurs, ce ne sont pas les États dont on nous parle, ce sont les multinationales. Non. Les États contribuent. Les plus grands contributeurs, c'est l'Amérique, les États-Unis d'Amérique. Et le deuxième, c'est la Chine. Mais en dehors, il y a aussi d'autres contributeurs. C'est comme les globalistes. Mais comment est-ce que, quand Kofi Annan a permis les globalistes, les grandes entreprises d'intégrer les Nations Unies, en signant des pactes, les gens ont mis le contrôle sur la main, sur l'ONU. Je préfère parce que souvent quand on parle, on dit Moulumba raconte des histoires. Et je demande aux gens de lire les livres de Suzanne Georges, qui est une Suisse, une Américaine, les usurpateurs, comment les entreprises transnationales prennent le pouvoir. Suzanne Georges démontre les jeux que Kofi Annan a joués. Il a permis à ces globalistes d'intégrer, d'infiltrer les Nations Unies. Les Nations Unies. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Kofi Annan a quitté les Nations Unies, il s'est retrouvé au conseil d'administration de Davos. Davos s'enchaîne. Qui dit Davos? Ce sont les globalistes. En Suisse. En Suisse, il était. Et même sa fondation, qui a appelé des Congolais ici, vous comprenez à pourquoi? Wenge de Genève, Oui. c'est en Suisse. Vous comprenez pourquoi? Parce que ce que j'ai dit, les Congolais doivent faire un grand effort pour lire, apprendre, analyser, faire des recherches. Et il faut que les intellectuels s'assument. Et leur piller au Congo a pour destination la Suisse. Oui. Donc c'est comme ça que les Nations Unies ne sont plus sous le contrôle des États. C'est sous le contrôle de multinationales, des globalistes. Voilà pourquoi l'attitude de Trump. Trump, comme il n'est pas mondialiste, il n'est pas globaliste. Trump est souverainiste. C'est comme ça que Trump a eu des difficultés avec ce globaliste qui aime aller faire des aventures à l'extérieur. Comment s'enrichir sur le dos des Américains? Si vous partez aujourd'hui en Amérique, la misère est totale. Mais comment les gens qui n'ont pas d'argent peuvent penser à aller enrichir les autres? Donc l'histoire doit nous aider à comprendre tout ce qui s'est passé ici. Ça, c'est le premier élément concernant les Nations Unies. Deuxième élément, il y a un rapport Atlantic Council. C'est un think tank américain. Et celui qui a fait l'article, c'est Gérard Prigné, un des grands. L'article est sorti en mars 2016, intitulé « Pourquoi le Congo est important ». Pourquoi le Congo est important? Il demande aux Américains d'aller vite au Congo. D'aller vite au Congo. Il ne faut pas laisser l'espace vide. L'article est publié quand? En 2016, au mois de mars. Oui. Donc, demande aux Américains, il dit le Congo coûte 24 000 milliards de dollars. Le Congo a tous les minéraux stratégiques. Il faut y aller. Mais maintenant, on ne demande pas aux globalistes, aux aventuriers. On demande à l'État américain, au moins, on peut dire aux hommes d'affaires américains, d'aller à Kinshasa faire des affaires. Donc actuellement, ce qui se passe en Amérique... Passez par la grande porte. La grande porte. C'est pourquoi on parle du partenariat stratégique privilégié. Maintenant, le problème, c'est en Amérique, vous avez les globalistes, les mondialistes, qui aiment faire des aventures, vendre des armes, entretenir, piller. Et vous avez l'État américain qui est très légaliste, qui préfère stabiliser le Congo. Voilà où se trouve le problème maintenant. Donc, la question du Congo devient une question, je dirais un peu... Les réseaux mafieux se voient menacés, ils intensifient leurs actions par les voisins, les courtiers. Oui, mais le problème c'est quoi, cher ami? Vous avez les Européens qui voient leurs intérêts beaucoup plus menacés et qui sont en contact, pas tous, mais la plupart, avec les globalistes et mondialistes. Vous avez le gouvernement américain qui a une autre vision, qui voit les intérêts propres. Et le problème, c'est quoi? Le président Tshisekedi n'est pas passé par l'Europe pour aller en Amérique. Le président Tshisekedi a fait un cap direct sur les Américains. Or, dans la structure internationale concernant le Congo, les Européens devraient sont des sous-traitants. Sous-traitants l'Amérique. Maintenant, les Américains disent non. Nous-mêmes, nous allons travailler avec les Congolais.
Voilà le contrat que l'Amérique a signé, donc l'État américain a signé avec l'État congolais. Mais ça met en déroute tous ces néolibéraux, tous ces globalistes qui sont à Kigali, et c'est eux qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL. Voilà où l'équation devient très compliquée. Donc, vous avez au niveau de l'Amérique des forces qui s'affrontent, mondialistes contre souverainistes. Vous avez au niveau du Congo, les Européens, les intérêts européens, les intérêts américains ne sont plus les mêmes. Et quand vous mettez les Chinois, les Russes et les Indiens, ça devient compliqué. Donc, il faudrait qu'on ait le temps de faire parler nos intellectuels, nos chercheurs, pour permettre à ce que... Je vais revenir à vous. C'est très important. Là, c'est une analyse géostratégique avec un regard sur le monde par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous allons à l'interne. Messieurs du Centre pour la gouvernance. Nixon Kambale, l'ennemi ne peut rien faire dans votre maison si vous n'avez pas des gens qui lui ouvrent les fenêtres et qui lui ouvrent les brèches. Nous revenons sur le Parlement sous Minakou, Assemblée nationale, pour réécouter ce député national. Et vous allez réagir. L'honorable Bampori qui Jean-Marie se prépare si le groupe est encore dans le délai. Merci. Rapporteur. Honorable Président, je sais qu'il y a un problème de temps. Je préfère résumer le document que j'ai préparé pour l'Assemblée. Le texte, vous le trouverez dans la presse, je l'ai mis là-bas. En résumé, je voudrais parler de la question de la sécurité. Le Premier ministre, quand il a été désigné, il a promis de résoudre les problèmes de sécurité à l'Est. Notamment, nous attendons le retrait de l'armée monoethnique qui règne en maître depuis plusieurs décennies à l'Est. Nous voulons rappeler que cette armée qui sème la terreur est installée depuis la création de la rébellion RCD. Sous le E+4, la même armée est maintenue. Mutebu Chouvier de Bukavu, il s'installe à Kichanga, au nord Kivu, plus rien ne bouge. La même armée devient CNDP, la même armée devient Bosco Taganda, et ce sont les choses qui se font et se refont. Je voudrais en appeler à la communauté nationale ici représentée pour dire que la population en a assez avec les politiciens de l'Est du pays. Il faut que les gens le savent. Les députés du Nord Kivu se sont réunis la dernière fois, ont déposé un mémorandum qui sied chez le président ici. Ils disent que les tireurs de ficelle sont bel et bien ici à Kinshasa. Pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne voulez pas qu'on le pointe du doigt? Que protégez-vous, monsieur le Premier ministre? S'il y a insécurité, puisque les gens de l'Est qui ont commandant suprême de l'armée, ils ont eu ministre de la Défense que voici. Ils ont eu tout. Conférence de Goma, toujours Pango. Conférence de... C'est toujours eux. Pourquoi ils ne veulent pas parler de qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour qu'on demande maintenant à l'Ouest d'intervenir? Comment l'Ouest va intervenir sur des questions qu'ils veulent cacher? Disons ce que vous ne savez pas. Premier ministre, ouvrez la boîte, qu'on vous dise que tel est dans cette affaire. Qu'on vous dise cette armée mono-ethnique, nous ne voulons pas de tribalisme militaire. Monsieur le Premier ministre, vous entretenez l'armée ethnique sur place pour quel intérêt? Alors, si vous ne voulez pas, dites que c'est votre affaire, vous êtes prêt à vendre le pays. Si c'est ça votre affaire, n'embrouillez pas la nation et dites-le nous clairement. Nous voulons faire savoir ici que si ce gouvernement ne décide pas de terminer l'affaire, apprenant les militaires mono-ethniques qui sont là-bas, alors, disons-le clairement, vous trahissez la nation. Il ne faut pas qu'on ait peur de vous le dire. Je crois qu'il faut le noter, la nation en a assez avec cette question de tourner autour du pot
autour de quand on vous demande de relever les militaires qui y sont depuis longtemps, nous sommes prêts à vous dire tel citoyen qui est ici est dans cette affaire. Vous ne voulez pas qu'on le dise. Pourquoi? Donc, je crois que ce n'est pas nécessaire de dire plus que ça. Je conclue en disant que la ville de Goma, pour tendre la main à l'ouest, a voté contre Vila Kikanda pour lui dire, nous, les gens du Nord qui vous trahissent. Vous de l'ouest, venez nous aider. Demandez à ces gens pourquoi ils trahissent leur pays. Demandez à ces gens pourquoi on soutient les pays voisins à dominer leur pays, mais ces pays voisins-là ne nous aident à rien. Quel est le problème? Je m'arrête là pour dire que si le Premier ministre est actuellement nommé, lui n'aura pas d'excuses. Son prédécesseur, on peut l'excuser, il ne connaît pas les affaires de l'Est. Mais lui, il y a vécu. Si, encore une fois, comme le ministre de la Défense, sortant, il a déclaré ici, en réponse à ma question, qu'il va retirer tous ses militaires. Il vient de quitter, il ne les a pas retirés. Vous aussi, si vous ne sortez pas ces gens-là, nous dirons que vous vous attendez quelque part pour vendre l'Est, alors ne dérangez pas tout le monde, c'est votre affaire, vous aurez vendu, on s'arrête là, merci beaucoup. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous, sur Télé 50. Très bientôt. Nixon Kambale, l'histoire est têtue. C'est une intervention d'un député il y a quelques années. Votre réaction? Nous quittons les globalistes, mondialistes, nous quittons les souverainistes, nous quittons les réseaux mafieux, nous revenons ici chez nous. Le député Lusenge, comme je l'avais suivi lorsqu'il intervenait évidemment sur la question, à dire vrai, ce sont des réalités que nous avons connues dans ce pays-ci. La manière dont le processus de réforme de l'armée ou la formation d'une armée structurée intégrée, comme ça se disait à l'époque, a été faite, il y avait une sorte de légèreté parce qu'on ne faisait pas l'effort de savoir ou d'identifier clairement qui doit intégrer l'armée. Et l'histoire a donné raison à ceux-là qui, dès le début, commençaient à alerter sur les dangers d'intégrer certaines personnes qui avaient des agendas autres que l'agenda de la nation. Mais il faut dire, et je l'ai toujours dit, je l'ai dit encore ici, dans l'une de mes interventions, la question de l'Est n'est pas que externe. Et Lusenge l'a dit, Mbosso l'a dit dernièrement, il n'est pas le seul à avoir dit, d'autres aussi le disent. Mais il y a eu beaucoup d'agitation, comme si ce que Mbosso avait dit ou a dit, c'était du nouveau. Oui, c'est tout à fait normal qu'il y ait des réactions. Vous savez, le corps défendant pense toujours qu'il faut réagir. Mais alors, ce qu'il a dit, ce n'était pas nouveau. C'était connu. Seulement, peut-être la manière de le dire a été directe, si bien que certaines personnes se sont considérées directement visées. Or, il fallait qu'il le dise avec diplomatie.
Moi, non. La vérité, il faut la dire de la manière, dans des termes aussi bruts que possible. Parce que ce n'est pas Mbosso qui l'a dit. Il y a certains leaders ou acteurs politiques de la région l'ont dit aussi. Souvenez-vous de la déclaration de Mboussa Nyamwisi en 2014. Il y a Julien Palou qui avait dit à leur gouverneur. Il y a autant de personnes qui ont dit qu'il y a des choses. Et moi, j'ai toujours dit que la résolution de la question de l'Est n'est pas que militaire. Parce qu'il y a des choses, il y a des aspects qui ne pourront pas être résolus par la voie militaire. Parce que les gens se cachent derrière beaucoup de choses. C'est une nébuleuse. Une nébuleuse. Une nébuleuse qui ne saura pas être résolue uniquement par l'approche militaire. Je pense qu'il serait mieux d'envisager une autre approche pour amener à tous ces gens-là, celui qui a fait une déclaration, à venir la faire devant tout le monde. Et à dire pourquoi j'avais fait ça, voici les éléments dont j'ai disposé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous verrez effectivement que cette guerre va se terminer. Les gens en doutent, mais je vous dis, lorsqu'il y a guerre, il y a beaucoup d'intérêts qui naissent. Antagonistes, mais aussi qui se réconcilient en fonction du dividende à obtenir à court ou moyen ou long terme. Donc, la population de l'Est de notre pays vit avec la MONUSCO et connaît ce mode opératoire. Maintenant, elle dit non à la présence de la MONUSCO. Et apparemment, Kinshasa ne peut pas accompagner ça visiblement, je parle des autorités, pour dire à leurs partenaires de l'ONU, ben, nous accompagnons la population dans ça. Et quelle est la chance que vous donnez à ces soulèvements de la population en termes de résultats? Malheureusement, la mobilisation risque de ne pas aboutir parce que plus les jours passent, plus le meneur ne contrôle plus la masse, et il y a un risque qu'il y ait des infiltrations qui risquent de désorienter le mouvement. Ça, c'est la première chose, ce qui fait que l'intellectuel, comme disait Freddy ici, n'a pas pu jouer son rôle dans ce mouvement-là. On laisse seulement la masse est conduite, et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a... Mort d'homme déjà. Mort d'homme, non pas mort d'homme par la police, mais on commence à s'apprendre à celui qui ne suit pas leurs prescriptions. On demande aux gens de marcher à pied, pieds nus, et si vous ne marchez pas pieds nus, on vous tabasse. Donc, est-ce que c'est le même mouvement? Ça pose problème. La revendication est noble, parce qu'évidemment, et ce qu'il faut comprendre dans cette revendication-là, c'est pour dire que la population n'a plus confiance en notre armée. Parce que si la population commence à dire MONUSCO fait, c'est parce que ici, de l'autre côté, il n'y a plus confiance. Et que celui qui avait, auprès de qui il avait la confiance, lui aussi, il est autant faible, il n'assume pas ses responsabilités. Et c'est comme ça, on dit non. Donc toi, d'abord, il faut partir. Comme d'ailleurs, tu es étranger, il faut partir. Mais le même problème va se poser si la MONUSCO partait. Donc ça va se retourner contre le gouvernement, contre l'armée. Donc il ne faut pas voir seulement ce mouvement comme un mouvement uniquement contre la MONUSCO. Ce mouvement veut lancer deux messages. Le premier message est de dire, l'État congolais, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites dans notre armée? Parce que notre armée n'arrive pas à nous protéger. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message dit maintenant, même toi, étranger, à qui nous avions évité pour nous aider, vous êtes aussi plus faible que l'autre. Alors, dans ce cas, quand vous êtes étranger, vous pouvez partir. Donc, le gouvernement se retrouve ici devant deux situations. Ce n'est pas la première fois que la population se soulève contre la présence de la MONUSCO. Effectivement. Ouais. En 2004, je me souviens, lorsqu'on avait pris Bukavu, c'est toute la République où il y a des manifestations contre la MONUC à l'époque. Et je me rappelle, parce que c'était un mouvement spontané, Swing, alors représentant spécial, disait au Congo, le soleil peut se lever à l'ouest. Donc pour dire que le Congolais est imprévisible, et quand il fait quelque chose, vous ne vous attendez pas. Le jour où passé qu'il va se révolter, il ne se révolte pas. Et c'est le jour où passé il va se révolter, et il ne va pas se révolter, c'est le jour qu'il se révolte. Donc pour dire que ce mouvement, bien que petit, ça commence à prendre de l'ampleur, et ça risque de ne pas faiblir. Mais le danger, c'est que je crains que les meneurs puissent, les contrôles puissent échapper aux meneurs, parce qu'il n'y a pas un fil conducteur qui peut arriver à ça.
Freddy Moulumba, est-ce que vous voyez un danger ou une sorte de menace dans ces mouvements qui ne sont pas coordonnés ni repensés, ni avec des actions repensées par l'instruit ou l'intellectuel? Est-ce que ça peut être un décor planté pour mettre l'Est du pays dans le chaos et les séparer du reste du pays? Oui, cher ami, je pense qu'il faut donner les bilans. C'est son association Baromètre Sécuritaire du Kivu, février 2021. La cartographie des groupes armés dans l'Est du Congo, opportunités manquées, insécurité prolongée, prophétie et auto-réalisatrice. En 2021, donc l'Université de New York. Quel est le bilan que son organisation donne? 5 millions, plus de 5 millions de déplacés internes pour toute la République. Un. Deuxième élément, 122 groupes armés qui sont à l'est du Congo. Ça, c'est ce qu'on donne ici comme bilan. L'autre résultat de la MONUSCO, depuis qu'il est au Congo, ça fait plus de 10 millions de morts. Un génocide oublié. Maintenant, je voudrais expliquer pourquoi à l'Est, pourquoi à Beni, Butembo, il y a la protestation. Vous avez suivi depuis un temps, on tue à l'Est du Congo, Butembo, Beni, Ituri, on coupe les têtes des gens. Oui. Donc, on traumatise la population. L'objectif poursuivi, c'est quoi? Que ce peuple fuit les frontières. Entre-temps, on place les Rwandais. Tout le monde le sait. Ce n'est pas des mensonges. Les réfugiés rwandais sont placés là-bas avec la complicité de l'OIM, Office de migration. Ils savent ce qu'ils font. On ne soit pas naïfs. Et on dit également aux populations congolaises de l'Est, Kinshasa est trop loin de vous. Effectivement, c'est leur On envoie des gens à Kinshasa pour leur dire non, ces gens-là sont des buveurs, ils ne pensent pas votre malheur. Vous ne comprenez pas. À l'est du Congo, il y a la grande concentration des ONG internationales. Ils ont laissé la misère en Bandaka. Tous ces ONG sont au Kivu parce qu'ils aiment beaucoup les Congolais. À quoi servent ces ONG? Les ONG préparent soit la recolonisation, soit la balkanisation. Ils se comportent comme des anciens missionnaires catholiques, en venant nous donner la religion, le Christ, ont permis à ce que la colonisation s'installe. C'est ça le travail des ONG qui se passe à l'Est. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. C'est Chungu Ngongo, qui est un écrivain kenyan, qui avait publié pour une Afrique libre. Donc il y a des gens qui commencent à parler. Le travail des ONG dans notre pays, ça a un objectif, c'est balkaniser et recoloniser. Tous ces gens qui sont sur place, qui viennent pour dire qu'on va organiser les Congolais, on va mettre la décentralisation, ont un objectif. Nous embrouiller, créer leurs antennes, et ces antennes discutent, vous dites non, Kinshasa c'est loin, pour que la population ait confiance en eux. Donc c'est ça l'enjeu. Donc on est en train de reconfigurer la carte des Grands Lacs, la géographie des Grands Lacs. Donc c'est la balkanisation. La balkanisation, mon cher ami. Qui est amorcée. Non, c'est un processus. Oui. C'est un processus que ça va prendre du temps. Mais tant qu'il n'y a pas un rapport de force de la part des élites congolaises, de l'armée congolaise, des polices congolaises, ça va se réaliser. Donc, dans dans les Grands Lacs, c'est beaucoup plus les intérêts européens. Les Américains, quand je dis Américains, c'est l'État américain, pas les aventuriers américains. L'État américain n'a pas intérêt. Ce qui intéresse l'État américain, c'est beaucoup plus la sécurité, la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme. C'est ça l'Amérique. L'État américain, en tant que gouvernement, ne vient pas pour piller. Ceux qui pillent, ce sont les globalistes qui sont à Kigali. Et tout ça, ils sont avec certains Européens, sauf les Allemands. Les Allemands ne sont pas tellement dans ces jeux-là. Ils sont peu propres. Mais l'objectif poursuivi, c'est reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs pour ne pas dire créer un autre espace là où ils peuvent facilement implanter leurs usines, exploiter. Nixon dit la solution n'est pas essentiellement militaire. Il y a beaucoup de paramètres parce que c'est une nébuleuse. Beaucoup de gens sont dans les graisses du boa, dans la graisse du boa, et il faut
repenser d'autres solutions pour mettre fin à ces conflits. Ça, il y en a qui viennent de l'Est pour chercher le président et lui dire, comme tu avais dit, va t'installer dans l'Est. Est-ce que c'est ça la solution? Moi, je pense que la solution est très claire. Je l'avais dit ici. La seule puissance aujourd'hui qui peut nous aider à mettre l'ordre à l'Est, c'est l'Amérique. Il ne faut pas mâcher des mots. Signons un contrat avec les Amériques, avec les États-Unis d'Amérique, avec l'armée américaine. Vous savez, quand j'étais à Stuttgart, en 2000, je pense, 13 ou 14, en Allemagne, une générale américaine de 2 étoiles, c'était une femme, on était parti dans une base américaine en Allemagne, base aérienne. Elle me dit ceci: on a demandé à votre gouvernement pour que nous prenions l'espace du Congo, pour contrôler, pour qu'il n'y ait pas des avions qui puissent atterrir. Le gouvernement congolais n'a pas voulu. Donc si nous voulons aujourd'hui, nous signons des accords avec les Américains, l'ordre va régner. Mais à condition, 1, que la MONUSCO parte. 2, qu'on puisse nettoyer tous les complices qui sont à Kinshasa, dans l'armée et partout. Parce que le problème ici, je pense qu'il vient de le dire, c'est l'interne aussi. Vous pouvez dire, on va signer avec les Américains, mais quand on vient ici, il y a des complices. Est-ce que les Américains vont mourir pour nous? Donc on doit faire un travail de nettoyage. Les Marouines ne vont pas accepter d'aller mourir. On va faire un travail de nettoyage. Comme ça. Travail de nettoyage au niveau de l'armée, au niveau de l'administration, même au niveau des parlements. Il y en a beaucoup qui font les affaires avec les Rwandais la nuit, la journée écrit donc au Rwanda. On connaît leur jeu. Donc, quant à la MONUSCO, je voudrais pas expliquer pourquoi la MONUSCO doit partir et qu'on fasse appel aux Américains. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est maîtriser nos richesses, éviter que notre peuple meure. Ce qui se passe à l'Est, c'est un génocide contre les Nandais. Vous savez, quand vous étudiez l'espace Nandais, l'espace de l'Est, les Nandais, c'est les verrous. On veut tuer les Nandais pour que ça saute. Dès que les Nandais abandonnent le combat, la résistance, on va prendre l'Est du Congo à partir du nord Katanga jusqu'à Nuturi. C'est là où se trouvent les richesses, les coffres forts du Congo. C'est l'enjeu pour ces gens. Les multinationales, avec tous les mafias du monde. Alors comment coordonner les actions sur place contre ces départs, contre la présence de la MONUSCO, quand Nixon redoute un autre schéma qui serait en train d'être planifié, des actions non coordonnées. Il y a également des sentiments anti-pouvoir de Kinshasa et pour dire non, vous nous avez abandonnés et tout ça. Comment coordonner ça? Oui, mais je pense que d'abord, il faut définir pourquoi la MONUSCO doit partir. Qu'on ne dise pas que la MONUSCO... il y a 2 études. La première étude est faite par Séverine Osser. Des troubles of the Congo, la violence au Congo. C'est un travail de fin d'études, de doctorat, à l'université de Cambridge. Study International Relations. Deuxième rapport, celle de IFRI, réflexion sur 17 ans de présence de l'ONU en RDC, par Thierry Vircoulon et André Lagrange, publié en 2016. Le premier démontre que la MONUSCO n'est pas uniforme. Au sein de la MONUSCO, tous les pays qui interviennent avec leurs troupes, chacun défend ses intérêts. Donc il y a un affrontement. Donc, il ne faut pas penser qu'un jour, la MONUSCO sera unie pour défendre le Congo. Deuxième élément, c'est quand on demande aux troupes de la MONUSCO d'intervenir à l'est du Congo, les Indiens refusent. Ils reçoivent les ordres de leur chef, il ne faut pas les faire tuer. Donc, c'est des troupes qui ne servent à rien. Si nous voulons être très clairs, signons des accords avec l'Amérique. L'histoire nous a montré, il y avait en 2004, c'était quelle opération de l'Europe là? Artemis. L'Artemis est venu, il y a eu un peu de l'ordre. Et chaque fois quand on fait des choses en dehors de l'ONU, ça marche. Mais l'ONU ne peut jamais résoudre la crise du Congo. Il faut que les hommes politiques congolais comprennent. Nous devons construire un rapport de force à l'interne. Ça signifie avoir des hommes politiques, des hommes d'État. On a des mangeurs de foufou, des gens qui ne voient que la politique à travers la voiture, la maison et l'argent. Il faut les gens qui ont qui doivent rêver grand.
Ce pays a besoin d'esprit de grandeur, que les gens qui se contactent du peuple. Et de savoir qu'aujourd'hui, ceux qui vont se comporter par rapport aux intérêts du peuple vont laisser leur nom dans l'histoire. Très bien dit. Nixon, au-delà de vos craintes par rapport à ce qui se passe, vous avez un appel. Vous êtes un des grands notables du coin. Vous êtes crédible au sein de la société civile et même des partenaires. Quel est le message que vous lancez? Le pays est le vôtre. Comme je l'ai toujours dit, la situation est simple. Le premier message, c'est de dire au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Et la première responsabilité qu'on demande au gouvernement, chaque jour, et Freddy vient de le dire encore, c'est d'abord de faire un nettoyage. On doit faire un vetting au sein des services de l'ordre et de défense. Ça, c'est la première chose. Vous ne pouvez pas aller à guerre alors qu'il y a de... Olenga l'avait dit. Ça, c'est en 2012. Il l'avait dit. Vous avez des traîtres au sein de l'armée, vous allez gagner comment? Vous n'allez pas gagner. Et les traîtres ne sont pas seulement... Il y a des traîtres qui, eux, leur travail, c'est de saper les actions. Quand un militaire peut faire 21 jours, qui est au front, peut faire 21 jours, sans avoir sa casse-coute, vous voulez que ces militaires rendent quel service? Et on ne se pose pas la question comment ces militaires-là manquent à manger et on regarde et on observe calmement les immeubles monter. Donc, première étape, il faut nettoyer l'armée, la police, les services de renseignement, de sécurité. Ça, il faut le faire. Ça, et deuxième étape. Deuxième étape maintenant, appuyer évidemment, soutenir, maintenant donner les moyens à l'armée. Mais pendant ce temps, il y a des actions, parce que ces actions en interne ne peuvent pas se faire sans des actions externes. C'est là où Freddy a dit, il faut changer, il faut arriver à faire changer le rapport de force. Ça veut dire identifier la personne avec qui on peut signer des accords pour permettre au pays de contrebalancer le rapport de force. Mobutu disait à l'époque, même s'il faut signer les accords avec le diable pour recouvrir la Cette fois-ci, on ne signera même pas les accords avec le diable. On ne le fera plus. Bon, ça, c'était lui, parce qu'il disait, je ne peux pas céder 1 mètre du territoire national. Donc, Freddy l'a dit, nous devons identifier avec qui signer les accords. Il a parlé des Américains. C'est question de signer un deal avec les Américains, comme Freddy l'a proposé. Il dit, voici ce que nous, parce que nous craignons que les activités terroristes s'étendent sur notre pays. Oui. Les Américains là sont réceptifs à ce genre de messages. La troisième étape maintenant, c'est de moraliser la vie publique au pays. Nous n'avons que, comme Freddy a dit ici, des mangeurs de foufou. Bon, évidemment, quel est cet homme? Quelle est la nature de l'homme politique congolais? Donc il faut des patriotes et non des ventriotes. C'est clair. Merci Nixon. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre pour la gouvernance, société civile. Freddy Mulumba, il reste journaliste, politologue et analyste. Merci pour ce matin. La réflexion continue. Nous pourrons également revenir par rapport à la situation, l'évolution de la situation dans la partie Est ou la partie orientale. Merci. Merci. C'est à vous de continuer l'échange partout où vous êtes. Très bonne journée.